traitements fonctionnels, c'est des vases calcifiques ou des grands fragments de vases. Par ailleurs, une autre chose aussi est que la fréquence des traces perceptibles à l'intérieur des fragments de céramique qui montraient qu'il y avait un usage particulier surtout de ces gros vases. Et bien sûr, le parallèle pouvait être fait avec l'ethnologie, avec les enquêtes qui montraient que, effectivement, les grands vases avaient été régulièrement utilisés pour des fonctions vraiment pour la production de la bière et pour la production des postes alcoolisés. Et ça permettait vraiment de revenir un petit peu sur quelque chose qu'on a traité en archéologie historique, c'est-à-dire de encore traiter le gros vase. Et nuancer un peu mieux ça, les gros vases comme du stockage, en arrêtant des stockages agricoles et puis l'interprétation des utilisations agricoles avec un tertiaire, il y a forcément beaucoup d'autres possibilités. Donc ça, c'est vraiment du projet du départ et c'est devenu du coup une réflexion autour des grands vases et du lien avec les plateformes. Alors là, c'est vraiment une étude de cas d'un site très spécifique qui est le site de Pénidarose. Donc le site de Pénidarose qui est en fait situé au cœur du bassin maritime, sur la vallée de la Seine, dans la confluence avec la vallée de l'Aube. On a un paysage sédimentaire de relief très d'ondulation assez molle, à l'arrière de la située. Et on est vraiment au cœur du bassin de la Seine. C'est l'endroit où la Seine traverse la plaine feuilleuse de Champagne, donc on a un terrain extrêmement calcaire. C'est une zone qui est vraiment bien connue pour les premiers ascenseurs et notamment par les travaux qui ont donné lieu à à partir en fait d'un projet qui a été dirigé par Vincent autour de l'occupation du secteur de la Plaine de Troyes, et donc c'est un travail autour de ce secteur particulier de la Plaine de la Seine. Et notamment, le premier ascenseur, avec un peu le site de la ville, à travers des choses qui ont lié normalement ces développements. De la voie d'ailleurs, on est dans une chronologie un petit peu postérieure, mais dans un cadre climat proche de l'occultural. Alors, apparemment, on a juste pour montrer l'intensité de l'activité archéologique dans un secteur. On est dans un secteur donc il y a des fouilles partout et en même temps et on a des occupations de toute période industrielle. Donc souvent, on a des sites qui sont multi-périodes et assez complexes à aborder. Les conditions de fouille à l'accès, c'est vraiment pour montrer, vous expliquer quelque part comment il ne s'est pas de vous présenter une photo du petit site de Provence parce qu'en fait, entre les crues, les décrues, les conditions canales, voilà, ça n'a été absolument pas possible d'avoir des choses très propres à montrer. Là, donc, on aborde le statement qui va nous intéresser, c'est le premier résultat, avec à gauche, ici, vous avez le plan d'ensemble de la fouille, avec essentiellement beaucoup en fait, de vestiges, notamment du postérieur. Il va y avoir un gros développement. Là, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment qui sont cette structure concentrée dans ce petit. La partie au premier ascenseur. Et on a quelques autres éléments à part dans cette période, mais vraiment dispersés plus ou moins. Donc, le petit en lui-même, alors, en fait, non. Alors, c'est ainsi qu'il y a une sorte de cohérence, on va le faire aussi, mais
des restes de métal et très peu de céramique et puis de déchets. Donc ensemble, on a deux activités distinctes. Donc on va vraiment sur l'air circulaire dans la partie nord. Alors, cohérent chronologiquement, jusqu'à en réalité, à partir de 1966, la première phase marque une étude par exemple, cette école d'académie, de la peinture d'écriture, des formes usant comme remarqué de la matière, et puis en phase et des décors différents, avec un compte au niveau des différentes communes à ces deux phases, on peut les dater assez précisément. Grâce notamment à David Bardel, fait une périodisation très précise. Donc on sait que la première phase, c'est quelque part dans le chapitre 1B, et la deuxième phase dans le chapitre 2. Et donc on a quelque chose de l'ordre de génération, peut-être. Ils partent au mois d'août, là, il m'a dit la deuxième ou troisième semaine en Auvergne. Ouais, mais je sais plus où c'est qu'ils étaient, bon. Alors, ceci, donc là, je vais juste poster les différentes périodes générales. Donc là, les éléments. Là, c'est juste le résumé de la répartition un petit peu des restes et de la fin des structures. Parce que les structures se sont lâchées les unes les autres. On a en fait des petites structures assez profondes d'intérêt de structures. C'est vraiment des petites structures assez comparables à ce niveau. Pour citer un exemple, par exemple, la structure de 25%. Alors, elle se situe donc au nord du espace et elle a effectivement là, c'était tout un amalgame de questions de différents céramiques en fait, mais qui fait quand même, ce n'est pas des défenses, c'est quand même plutôt des aspects. Et il y a la présence de ça, mais là aussi, on est probablement une réussite qui permet d'évoquer ces caractéristiques, ça qui en vient, notamment, c'est le fait qu'on a dans ces groupes et donc qui ont vraiment avant d'être évoqués. Alors, la chose pour l'invitation, je viendrai sur la semaine de Marseille, de ce groupe qui va probablement avec une autre source située à quelques mètres, et cette source, c'est voilà. Cette fosse, oui, cette fosse, donc, c'est la 25 avec un grand vase, là, là aussi relativement là, on a la fosse 25 on a deux côte à côte, et en fait, on a précisément c'est très sensible. En fait, on a une chose qui recoupe une autre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce niveau d'arrachement est très clairement daté de la phase 2. Donc, on peut supposer que la première est essentielle. Et donc, on a peut-être une continuité d'usage en plus de l'air enrichi pendant toute la période. Donc, les deux phases, en fait, considérées. Là, dans cette fosse 25.2, on a là aussi une grande jarre avec là aussi des signes assez nets dessus. On a aussi
aussi un petit peu plus haut, un petit peu plus haut, on avait des restes de différentes bases. Et on a dans ce petit ensemble des fosses un petit peu plus petites, qui ont un matériel assez différent, des céramiques et ici des petits fragments et d'un type un peu différent. Je ne pas parce que je les ai décrits même dans la sondage fonctionnel de l'ensemble. Parce que toute la question va être comment interpréter le plan fonctionnel. Et alors, on va commencer par l'aspect sérologique. Donc, qui ont des caractéristiques fortes par rapport à ce qu'on a en contexte archéologique. Donc, comment les interpréter? Donc là, il y a toute une série de travaux sur lesquels on peut s'appuyer. Je vais citer quelques-uns. C'est dans les années 2010, il y a eu énormément de travaux entre l'histoire, dans les technologies, sur les approches structurelles de la céramique. Et avec de plus en plus de dimensions tracées ici, par expérimentales, et de plus en plus archéométriques. Et donc, on a vraiment des nouvelles approches qui se combinent et qui permettent d'orienter le travail des nouvelles approches. Alors, le cas de méthodologie, c'est très rapidement pour une des étapes essentielles du processus, qui est la classification des décès, alors avec les bases, avec les aspects techniques, la forme et bien sûr les aspects de dimension et de volume. Un exemple là aussi de type de classement qui parce que en fait on a pas de données des découvertes et des analyses aussi voilà pour les grandes catégories. Donc dans deux donc on a dit grossière, qui n'a pas très grossière, surface souvent réduite, intéressant avec les stratégies d'investigation, on travaille avec les scientifiques et souvent repoussés, la recherche, alors qu'on a donc des catégories avec un travail qui se fait donc une action globalement des formes non fermées et des formes basses. Au niveau des suggestions, on a partie parce que c'était vraiment dans ces gros bases représentant des traces. Et finalement, une manière de discuter a été l'analyse de groupes. Et on a ici en gros plusieurs grands groupes depuis des encolures très étroites, des formes resserrées, des encolures un petit peu moins resserrées et des encolures très très larges. Pour voir, pour essayer de voir après si ça avait un lien avec les traces. Les capacités, là aussi, on travaille dans la machine, on a pu définir des capacités, des classes de capacités qui ont un caractère encore central. Et de façon générale, on a pu distinguer une façon de très grand mouvement à partir de ça se distingue, ça se développe à partir de 9 de capacités. Pour la première aspect, donc voilà la consistance globale procédure avec la place du PVI. On voit que les bases du PVI rentrent dans une catégorie très particulière. Par exemple, les plus grandes barres grossières en bouche large, avec écrit la base grossière en bouche caractérisée. On n'a pas inclus de grandes jarres grossières. De la même façon, pour les formes, on a essentiellement déjà à la bouche très resserrée avec une dimension, un gabarit un peu moyen de la classification. Autour de 30-40. De la même façon, les formes
De la même façon, on a quelques formes basses simples, écrites. On a après, au niveau de la forme de la Palestine, donc des camarades de composition, on a des fonctions complètement déjà possibles et des combats. Voilà. Et on a un donc, en résumé, on a finalement quelque chose d'assez récurrent au niveau des familles, et ce qui est intéressant, c'est d'une phase à l'autre. C'est-à-dire qu'on retrouve un point d'adaptation des capacités de la race première et de la phase secondaire. On retrouve des vases avant et de la même de cette phase, et donc vraiment l'impression que ça travaille une espèce de permanence fonctionnelle. En même temps, c'est quelque chose de vraiment. Alors, comme c'est vraiment des grands œuvres qui sont un du sujet, il y a un moment aussi cette illustration pour dire qu'il y a un très grand champ de possibilités pour l'utilisation de ces programmes. Donc, il va vraiment avoir pour interpréter l'interprétation. Il peut avoir des choses de matériaux liées à la fabrication de préparation liées aux boissons, des boissons liées aussi, pourquoi pas, à des pratiques artisanales. Et puis, on a affaire avec mon base, les collègues s'y réorientent. C'est ce que d'ailleurs déjà travaillé il y a des années. Et en fait, c'est quelque chose qu'on observe vraiment. Les vases que nous retrouvons, les créneaux que nous retrouvons, il semble qu'ils ont vécu probablement plusieurs emplois, ce qui n'est pas bien sûr poser des problèmes et il faut tenir compte de ça dans les interprétations des vases existants. Donc, on va pouvoir les utiliser après. L'autre aspect, donc, au-delà des formes, de la situation politique, ce qui va nous aider à l'interprétation, c'est les traces. Alors là, il y a tout ce qui est traces d'écriture, enfin, il y a des dépôts, ça on va traiter, mais là, c'est vraiment une action sur les traces des contenus liés au contenu qu'on voit sur les endroits intérieurs, avec notamment alors, les lacunes. Alors, ça peut être des lacunes de culture qui parfois sont des séquences de culture qui se passe très régulières. Au contraire, il y a des érosions uniformes, donc qui sont un petit peu différentes. On a l'accumulation d'érosion et de porosité intérieure, donc avec probablement attaque des grains de calcaire par des contenus acides. Et on a ici la porosité, donc avec vraiment donc l'attaque de la discussion avec des activités par les contenus, par les contenus acides. La quantification des traces, là, c'est dans le projet, c'est dans l'ensemble des projets de base. C'est-à-dire qu'on a parti après une synthèse déjà grossière et on a pu quantifier en fait à partir des traces. Ça a permis de décider un peu des tendances. Et on voit qu'on voit un satellite, deux satellites est déjà connu à voisinage. On rend tout à fait la tendance globale, je pense que c'est global avec les actions. C'est-à-dire qu'on a de la coupe intérieure. On a vraiment la surface intérieure qui est très marquée par un. Là, on a un des exemples, donc avec souvent le plus sur les traces, c'est bases grossières, c'est les traces de chute. Et ces traces de chute, le problème, bien sûr, on peut avoir des chutes accidentelles, mais liées à des raisons. Mais on a aussi probablement ici un effet de décoloration, de suroxydation de l'extérieur du vase, qui est lié probablement pour la cuisson. Et puis, c'est conformé probablement à l'intérieur noir et par une mesure particulière qu'on observe à l'intérieur du
on a des choses assez proches pour l'eau mondiale. On a l'institution de l'Inde, quasiment de l'espace de l'espèce. On retrouve l'érosion de l'intérieur dans le fond, vaste, et donc l'absence de la terre intérieure, on voit constater l'expérience de l'expérience imposée. Au contraire, si on regarde les phases, les grandes phases bouteilles, on va dire à l'enrichissement serré, on a au contraire des attaques très sensibles de l'espace intérieur. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est d'observer quelques variations au niveau des catégories. Là, on a par exemple une série de bases, et ça n'a pas vraiment le site de Calédonie, il y a aussi le site de Bossétré qui a une centaine de kilomètres, disons à une petite distance, quelques dizaines de kilomètres vers le nord, et on retrouve le même type de forme et le même type de traces. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces traces, on a effectivement des lacunes qui marquent l'information aussi d'un niveau qui montre un avancé. Il y a un phénomène d'altération jusqu'à un ras du un des gens qui a laissé un parti à l'intérieur qui faisant pas ce type de traces. Et un hexagone qui était marqué, lui, par une porosité. On a quelques nuances, mais c'est un petit peu différent. Toute l'interprétation des traces, là aussi, c'est bien sûr une des principales, c'est bien sûr les études ethnographiques, et notamment le travail de l'Arctique, qui a montré effectivement que dans les gens qui avaient servi à la de la pierre, chez les populations Garo, on avait effectivement une érosion, une porosité, des attaques intérieures. C'est quelque chose qui a été observé aussi chez les populations amérindiennes, avec la guerre de manioc arabe, et qui a été un peu moins, l'étude afghanistan a été un peu moins évoluée. Autre contribution très importante, c'est la contribution de l'expérimentation, bien sûr. Il y a eu des travaux réussis de Céline Lebès dans le cadre de sa thèse, et notamment sur la porosité. Et elle a pu montrer comment cette porosité, effectivement, elle était essentiellement avec du stockage de bière d'orge, qui a testé plusieurs produits, et que ça pouvait varier en fonction du traitement de la surface. Donc, elle a étudié effectivement le phénomène, comment ça pouvait, le processus pouvait se faire. Autre travail aussi important d'expérimentation, c'est le travail dans le cadre du projet d'études, d'autant plus intéressant qu'on est à la même période que Périgny. Donc, c'est un projet qui a été des sites, tous les sites, on est dans l'environnement des sites principaux, donc comme la Haye du Bourg de Nice. Et donc, il y a eu tout un projet et des publications très intéressantes avec des résultats effectivement de travaux expérimentaux. Pour aller plus loin, alors, pour des films, il y a eu aussi des analyses chimiques. Et pour aller plus loin, effectivement, on a fait quelques tests, donc il a été possible notamment de tester un certain nombre des grands vases de Périgny. On a choisi de grands bassins. Celui-ci était dans un état d'altération non poussée, et ça peut quelqu'un le tester. Et puis, ici, les deux bases, et on a aussi testé, donc les analyses ont été réalisées par Nicolas Garnier. Alors, je ne sais pas si la présentation
donner donc des dessins avec l'exploitation des fossiles, probablement du vin. On a tissé qui ne présentaient pas de traces climatériques à l'intérieur, qui ont donné des marqueurs de fermentation, pourtant, de la myacine, donc marqueur du lait commun, et apparemment de la myacine, mais sans les traces que vous avez ce matin d'écorce de grain, donc en fait c'est du grain de tortillé que de la farine, et puis un marqueur de fruits, d'après les acides, donc essentiellement de la feuille. Avec quelques autres éléments peut-être liés à l'imperméabilisation de la paroi de base et des matières grasses est toujours plus difficile d'attaquer. Donc, pour donner les premières hypothèses, rapidement, alors, pour donc les bouteilles, enfin, c'est bon ça, les plus fines, celles qui a le décor antique, celles qui a la page rouge, qui présentent une concentration d'altération supérieure, qui présentent très fine avec notamment le tableau cheval, c'est toujours la même composition. On a du calcaire, on a du quartz, on a de la chalotte. À cette époque-là, le dégraissement, c'est presque automatiquement de la chalotte, c'est-à-dire des fragments de céramique ou de l'argile broyée. Et pour ces âges-là, on a un voyage beaucoup plus calme. En tout cas, on a une sélection d'acquisition de autour de 2 mm tout au plus. Donc, on a vraiment une production passive avec séquence, avec donc aussi ces caractères très décorés et des résidus qui marqueraient peut-être l'utilisation pour construire du vin de raisin. Là, on a des deux grands jarres à bouche avec des caractères grossières. On a des inclusions qui peuvent atteindre 4 mm et on a vu l'absence de traces, mais avec des traces de cheveux quand même assez marquées. Et donc, on peut imaginer, là, c'est ce qu'on appelle on peut imaginer des objets qui ont servi à préparer, à chauffer un mélange. Et on a un résidu qui nous donne le millet, qui nous donne probablement des traces de fermentation, qui nous donne peut-être aussi, est-ce qu'on dit ou non, ça peut être une question, mais en tout cas, donc, peut-être une préparation combinant ces éléments avec quelque chose d'assez spécifique. Et donc, le dernier élément, c'est une autre jarre à embouche froid qui était un petit peu moins fine et qui, elle, a donné également le même contenu que les différents jarres à l'embouche plat. Et on peut s'interroger sur le fait qu'elle ait servi à conditionner, à présenter cette préparation. Alors, rapidement, puisque j'ai parlé comme de reste archéobotanique, donc on a des risques effectivement archéobotaniques qui étaient présents. Qui étaient présents essentiellement dans la côte, qui se trouvait au nord aussi. On a quelques éléments aussi au nord de l'Everest. On a quelques éléments associés à l'Everest, c'est vraiment quelque chose. On a quand même quelques grains. Et dans tous les cas, c'est essentiellement du. Donc on a quelques grains d'eau, ça fait tout avec les résultats des analyses et la présence de l'USP. Donc c'était intéressant de retrouver cet élément où avec une concentration de millet carbonisé avec la particularité que là, le millet est clair de quantité, alors qu'on trouve a priori des quantités sur les résultats des analyses. La réflexion autour du millet à cette époque de la France, c'est vraiment une céréale issue de millet. C'est une part importante de la production qui ne serait pas suffisante. Elle est servie, voilà, pour dire une voici spécifique. Elle est présente avec l'orge, notamment. Les deux sont un peu les éléments au premier aspect, juste au début du vidéo. Donc, il y a vraiment un aspect culturel. Des restes de millet sont facilement appelés dans cette années.
après observer les nécessaires de la terre, de la transition écologique, des restes très étonnants de milieux agglomérer des nouvelles de milieux carbonisés agglomérer, et elle a fait des études de recherche expérimentale, elle a pu obtenir des choses un peu similaires en faisant chuter des grains, alors des grains des capsules qui étaient un peu comme ça, il y a une forme de vase. Il y a quelque chose d'un peu troublant dans ces découvertes parce que c'est le c'est aussi des vidéos. Et elle s'était justement posé la question de la réalisation du glacier cataract et de la manière dont cette glacier, du type de glacier et de la manière dont cette glacier pouvait avoir été réalisée. Donc là, il y a une éducation, par exemple, de la beaux-arts, donc une situation avec une technique de fabrication qui n'implique pas les grains non germés parce qu'il n'y a pas d'observation de germes. Donc, il s'agit de grains non germés que ce soit à l'année ou à périmé, à une donc ça, c'est des pistes d'interprétation. Alors, je vais très rapidement aborder l'environnement. J'avais peur d'avoir fait un petit alors, je vais aborder l'environnement parce que le site de Corinne, c'est un petit espace qui a des caractéristiques assez fortes. C'est toujours une difficulté quand on a une multiphasé comme ça, et beaucoup de choses qui sont adaptées, de parler des sites isolés, non isolés. Mais là, on a quand même quelque chose d'assez particulier qui s'égale. D'abord, on a un site qui est au bord de l'eau. Et ça, on peut en être pas sûr, parce qu'on a l'étude de ce final qui a été faite par le master, et en fait, c'est un final très précis qui a été fait par présentiel, et qui probablement, au premier instructeur, ça n'a pas daté clairement, mais il faut savoir que le premier instructeur est là relativement humide, et probablement que tous ces réseaux de cas au niveau de la de Seine étaient relativement actifs à cette époque, et probablement qu'il était à la fois en phase de comblement et avec l'activité et la présence de l'eau. L'autre aspect, c'est est-ce vraiment un site isolé parce qu'on n'a aucun élément daté clairement de cette période. Là, le seul bâtiment daté, il est ce montage de terre. Il y a une prolongation, en fait, quelque chose qui va se passer après. Mais en même temps, on va quand même à quelques mètres de là des bâtiments préhistoriques qui sont peu datés. Donc, même s'il y a une possibilité que ça se situe à des phases plus tardives, il n'est pas impossible qu'une partie de ces bâtiments puissent être essentiellement découverts. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une proximité quand même avec le espace? Donc, isolé ou périphérique, on a donc un petit peu de difficulté à le dire comme ça. En tout cas, ce type de pétition pour cette période-là, ce n'est pas le seul exemple que l'on ait, et c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de présenter un petit peu, de vérifier rapidement, avec plusieurs pétitions qui ont des traits dans le cadre de ces traits communs qui sont à peu près de la période sixième et les vécus du 5e siècle. On a par exemple celui de Saint-Gilles, qui est dans un secteur différent, mais toujours dans la région. Et en fait, on a en base une structure avec des charbons et des terrasses avec des terres, pas loin on a des grands et une zone, une dépression qui se remplit d'eau en permanence parce qu'il est dans une espèce de ballon. Et des grands vases, plusieurs grands vases combinés, dont des formes avec des traces intérieures. Donc, on a vraiment quelque chose d'une convergence. Autre site, le site de Ville et on retrouve une même source là, donc peut-être sur le point de vue, c'est plus difficile, il y avait quand même des échanges, des sombres dans les et un site de grand vase, c'est très mal conservé, là aussi, un
peu isolé, mais peut-être aussi périphérique, parce que les principes de et donc pas l'environnement. Dernier exemple, donc, celui de Reims, la société. On a un bel établissement au niveau de la Saint-Exupéry et au milieu de la cour, une jarre du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et là, on trouve le bassin là. Alors là, marqué par des choses, des résidus en intérieur et peut-être une source avancée de la patatine en Sicile. Et l'association avec l'eau, quelque part, revient parce que comment il s'est accumulé une espèce de défaut, là aussi de boule, de points d'eau, en fait, à cet endroit, lié au fait qu'elle est la distance de la Alors, avec ces éléments, on revient à Ponty pour conclure avec quelques questions. Alors, les questions porteraient par exemple l'élargité des volumes. On a vu que le 25% du fréquençard de 40, est-ce qu'il y a, ça c'est quelque chose plus large pour vraiment parler de l'organisation et de effectivement des choses vraiment très différentes. Ça apparaît sur les sites, ça apparaît sur les pages, et ça reste quand même d'autres éléments. Et là, je me permets du fichier parce qu'on a ces postes donc circulaires, mais sans pas avec pourtant des instruments pour une activité, quelque chose de génération. Et on a ces vastes de base, mais comment on peut respecter le code opératoire. Donc ça, c'est un peu la savoir si je pose la question, comment exactement c'est fait le processus. Un point essentiel, bien sûr, alors, c'est la combinaison aussi dans cette course de traces qui pourraient être liées au vin, mais de traces qui pourraient être liées au vin, et de traces qui pourraient être liées à une boisson. Donc, que je n'oserais pas qualifier, je ne sais pas si c'est partie je suis sommaire chocolat de des bières primitives, des bières archaïques, ou que la prise de Suisse, voilà, avec ces mélanges de lumière, comme fermentation possible. Et là, bien sûr, l'idée, c'est quel que c'est, s'il y a des suggestions qui pourraient être faites, à cette lumière de la pomme, par exemple, pourrait être imaginée, et quel mode de fabrication, quel processus. Ce serait intéressant effectivement de développer, comme ça a pu être fait dans différents projets, actuellement, des applications de la fabrication de la bien sûr, une renforcer les analyses dans les bases filières, comparer à la recyclage de ces défis-là, qui a eu aussi beaucoup d'analyses, mais à peu près dans la même période, et avec aussi des février, on est juste en marge, à la marge ouest, de ce qu'on appelle l'espace des sites princiers des résidents potentiels. Donc, voilà, il faudra et pour finir, donc, tout un travail sur effectivement ces petits qu'on arrive à saisir en fait grâce à la technologie grâce au fait de détecter et de traverser des territoires et de détecter de canaliser parce que c'est à peine c'est carré, c'est peut-être effectivement ça a permis beaucoup d'informations avec toute cette interrogation autour de ces éléments d'équipement, les traces supérieures, la phase de cheveux, les vestiges botaniques, parfois de la conservation peut-être, et le caractère de ces sites et la prise des zones d'équipement parce que pour l'instant, ces sites, on n'a pas trouvé de matériel de rupture et donc ça peut aussi avoir un intérêt pour la recherche pour le processus.
Oui. Ah, faut que tu- Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment fascinant. Enfin, toutes les étapes que vous avez envisagées dans l'étude, c'est vraiment très complet. Enfin, je peux me permettre. Je suis archéologue de l'âge du fer, mais en Irak. Donc nous, on a des petites contraintes pour différentes analyses et il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Donc merci de nous éclairer sur tous ces aspects. J'ai une question rapide concernant la régularité des traces de cuisson ou de surchauffe que vous avez retrouvées dans les grandes jarres. Alors, une première question, vous pensez que ça peut être lié aux étapes de fabrication de la bière, ou est-ce que vous le mettez comme pour le vin aux époques plus tardives, à l'époque romaine, comme euh, le fait de brûler les parois des jarres entre les cuvées pour, par exemple, il s'agit du poissage des jarres, où en fait on enlève la poix, on en remet une nouvelle en chauffant les parois pour faire couler justement la poix dessus. Est-ce que ça peut aussi être quelque chose qui est utilisé pour fabriquer la bière? Enfin, dans les étapes de fabrication de la bière. Pas forcément très clair. Alors, Euh, tout à fait. Et en fait, c'est utilisé en quelque sorte. C'est des cas effectivement qu'on rejetait, c'est ça, les étapes. Alors, pour les périodes plus tardives, donc pour les dolias, lorsqu'il s'agit de mettre la poix dedans, on fait un feu au fond de la jarre et ensuite on va enduire. Alors, ce qui serait important, c'est probablement déjà parmi l'intensité de la chose qu'il y a derrière. Il y a vraiment des choses qui sont chatouillantes. Le problème, c'est qu'elles sont tellement violentes qu'on a l'impression qu'il y a aussi des traces vraiment secondaires. On a l'impression, un des vases, celui qui était vraiment touché dans la pose, que carrément, je me suis posé la question si ça n'avait pas été utilisé en fond lui-même. Parce que pourquoi pas utiliser ça pour aménager une structure. Donc ça, de toute façon, la question c'est pas une question, parce que ça fait villager un peu simplifié, mais clairement, il y a le problème aussi, il y a le problème de les traces, même liées à la fabrication initiale, c'est pour la chose qu'on a toujours ce problème. Là, ce qui semble, c'est que quand même, par rapport à d'autres vagues, quelque chose qui dégage cette substance extérieure, qui donne l'impression qu'il y a une végétation régulière dans cette atmosphère, avec où ça finit par un peu ce qu'on retrouve d'ailleurs des facettes de dimension. Donc, il y a une convergence avec les facettes. L'autre chose intéressante, mais que je ne suis pas revenue, c'est j'ai évoqué vraiment des usines intérieures au niveau des. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les deux cas, lu sur le fond, qui donne l'impression que peut-être la mélange a été remué pour éviter qu'il Et des traces, est-ce que vous avez observé des traces de raclage des parois, mais pas raclage lié au processus de fabrication à chaque température des vases, mais qui sont post-cuisson? Alors, qui serait post-cuisson, raclage, ça me dit rien. Ça, ce serait Alors ça, à nouveau, moi, avec les faibles connaissances que j'ai pour l'époque romaine, mais dans les Dolia également, on a retrouvé des traces de raclage sur les parois internes qui sont liées au fait de justement enlever la poix, oui, puisqu'on ne retrouve plus forcément la poix à l'intérieur. Alors d'ailleurs, dans les résidus, il y a la de poix. Oui, oui, je sais, je n'ai pas présenté en détail les analyses. Donc, ça n'est sans doute pas simplement là, en fait, j'ai précisé, il y a tout l'aspect, bien sûr, les contextes qu'on a, les contextes c'est des contextes avec. Et là, en plus, on est dans la taille la plaine alluviale, légèrement abrasif, un peu sableux, qui a tendance à nettoyer. On a déjà
peut-être possible, mais pas possible. Merci beaucoup, en tout cas, c'est vraiment très intéressant. C'est pour une question. Pour une question. Je connais rien de l'art du fer en France. Est-ce que c'est possible que tous ces sels étaient, le vase étaient utilisés pour faire, préparer un repas dans le cadre d'un rituel et après, quand c'était fini, ils étaient mis là-bas et c'était fini, terminé. Et, et- parce que comme vous avez plusieurs postes où il y a des choses pareilles, peut-être. Oui, pourquoi Et- pas. C'est tout à fait une piste avec par contre, et on va peut-être utiliser justement sur une certaine durée. Et effectivement, le lien entre les boissons fermentées et les rituels et les pratiques, oui, est probablement une piste difficile à explorer. Je ne sais pas ce qui pourrait nous renseigner. Et là, vous pensez Oui, 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 d'accord. quand le rituel est complet, on jette, mais on met, c'est complet. Et Oui. ce qui pourrait aussi expliquer éventuellement, non, Oui. éventuellement, si on a utilisé le feu. Oui, ça peut tout à fait. Peut-être funéraire ou pour la mémoire des ancêtres. Et je Alors, pense on n'a vraiment aucune réquisition funéraire, mais peut-être vraiment, il n'y a pas de souci. Mais finalement, on repère mal ces cultures, on connaît assez mal, c'est mal conservé. Mais a priori, on a quand même, on n'a pas de proximité avec les espaces funéraires. Mais une question donc, Déjà, vraiment, merci. C'est absolument formidable. Je voulais demander deux choses. La première, si dans les fosses, ou une partie de ces fosses, il y avait de l'enduit. Alors, de l'enduit, quelle forme? N'importe laquelle, en fait. Par exemple, de la terre crue? Par exemple, oui. De l'enduit ou de calcaire, mais même. Alors, là, c'est aussi un peu mais par exemple, la fosse qui a fait le constat, je pourrais en dire un petit peu, mais rapidement, par l'histoire. Celle-ci, en fait, il y avait ce grand il y avait quelques petites parties associées. Le problème, c'est que la personne est très mal conservée sur le site. Il y en a fait un petit peu. Et souvent, d'ailleurs, parce qu'il y a un petit peu de chantilly et un petit peu de terre crue. Il y a aussi certains détails, j'ai présenté là, on a l'impression qu'il y a peut-être un petit peu ce qu'on appelle des répits. Oui, voilà. Mais avant cuisson. Oui. Donc, vraiment critique d'ajouter, réfléchir à ceci, je voulais, voilà, est-ce que vous connaissez les sites de Tuileries à Lyon, un site qui a été fouillé par les services écologiques de la ville de Lyon en 2007 pendant une opération d'écologie préventive, et la configuration est vraiment très proche de ce que vous venez de présenter. D'un point de vue chronologique, on est là, on est à l'Athènes 1, on est vraiment tout près. La typologie des vases, sauf peut-être celui-là. Mais on est vraiment dans ce type-là. La technique de crépissage, l'extérieur est exactement la même. Je ne la connais pas. Et
une partie d'une grosse cigarre, celle-là, a été retrouvée avec de l'enduit à l'extérieur, avec de l'enduit c'était disons, une préparation, bien évidemment, c'était un argile et un tout petit peu de cacahuètes, de chou qui avait été mélangé à l'argile, mais il y avait quand même une épaisseur d'un centimètre et demi de gros enduit à l'extérieur du vase, malgré les crépissages typiques de l'extérieur. Alors, les conditions, là, vous les avez vues, Oui. donc, voilà, ces observations, on les appelle le corps parce qu'elle a été sensibilisée, comme elle est anthropologue, elle a fait ça presque comme des études, donc avec des observations vraiment précises, et justement, elle a noté, associé à ce grand vase, les éléments dégradés effectivement. Donc, il faudrait savoir effectivement si c'est vraiment une calcaire, c'est quelque chose de récurrent sur le site, spécifique à cet ensemble. Oui, oui, il y a des choses. Absolument formidable. Merci, vraiment merci. Je vais essayer de parler assez fort parce qu'on n'entend pas toujours toutes les questions. Hervé Marziou, biérologue, ce qui m'a interpellé, c'est le mot pomme. Alors, j'ai peut-être eu une absence quand vous dites qu'il pourrait y avoir des traces de pommes. Quelles sont ces traces que vous avez retrouvées? Ça s'appelle. Nicolas n'a pas connecté, donc il faudrait, là on parle avec Nicolas Carnet qui a présenté ça. C'est en fait les résidus à l'intérieur de la paroi, les résidus du jus, et il y a des acides, alors il y a l'acide malique, mais il y a aussi un autre acide, mais ça, il faudra vraiment lui demander. Ça pourrait être la molécule aromatique, ce que vous avez trouvé, ou un reste vraiment. Ça, je ne sais pas. Je voudrais juste vous donner mon expérience de dégustateur. En cours de voyage, en Afrique du Sud, dans une tribu zoulou, on m'a fait goûter une bière, leur bière, pour que j'en fasse pour que j'en fasse la dégustation, l'analyse sensorielle, et à la palette aromatique, j'avais de la pomme. Et une autre personne avait dit cidre. Et il ne rentrait absolument pas de pommes dans cette bière. Il m'est arrivé la même chose avec un dolo dans un village à 30 km de Ouagadougou. C'était, pour moi, dans les arômes dominants, il y avait de la pomme et il n'y avait pas de pomme. Et la troisième fois, c'est au Pérou où on a trouvé, pour moi, une famille qui disait faire de la chicha. Par contre, je ne sais pas si c'était mâché par la jeune femme qui m'a fait goûter. Donc, j'ai eu cette bière de maïs et de nouveau, j'ai trouvé de la pomme. Or, je ne suis pas obnubilé par trouver de la pomme et il n'y avait pas de pomme. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau, je dirais, des réactions chimiques qui fait qu'on peut peut-être trouver dans ces boissons primitives, même si c'était il y a 20 ans, hein, donc je suis loin d'être primitif, mais c'était frappant. D'accord. Mais là, il s'agit de molécules. Voilà, c'est ça, je voulais. Donc, c'était ça, ma première question. La question, il y a un fruit, il y a un risque en éléments, je pourrais être d'accord. Je crois que Nicolas est positif. J'ai pris cette place oui. Mais ce qui est intéressant, oui, mais par contre, j'ai ma réponse, il y a vraiment, forcément, voilà, une molécule. Très bien, merci beaucoup. Céréales ah oui, celle de carbonisées. Oui. Voilà. Une équipe allemande
méthode en proximité pour savoir si à l'intérieur, on a affaire à des grains qui ont une germination ou pas, en examinant en fait la touche chaleur qui sépare l'amande et l'amande de céréales de la germe. Et il s'est aperçu que l'amincissement, l'amincissement de cette touche chaleur est en fait un signe de sensibilité de germination. Donc ça pourrait peut-être être appliqué parce que je crois que Françoise Trumond m'a parlé, je souviens qu'elle m'a parlé de ces tailleurs, même dans une des versions, je l'ai parlé je vais raccourcir un peu. C'est pareil, c'est dommage qu'elle ne soit pas là, si c'est elle qui pourrait vraiment répondre, si elle a fait cette observation. À la il y a énormément de résidus, il y a eu beaucoup d'observations. Peut-être a-t-elle fait ses exercices. Voilà. Mais c'est une méthode. Mais voilà. Ils ont fait des cours d'expertise filière avec deux égyptiens. Des résistances on avait testé des qui ont permis de contrôler que la méthode était stable. Oui, d'accord. Et elle est mise en œuvre un petit peu de la microstructure et ça marche sur des résidus carbonisés très complexes, éventuellement avec des carbohydrates complètement détruits. Et si on a un peu de traces en cellule, on peut se dire oui, là, il y a une germination. Je pense Donc, que un matage. donc ça, Et alors, après, il me semble que justement, ces résultats écarter le maltage, probablement, mais voilà, il développera ses conclusions et je lui en préparerai des questions. oui, On a la réponse sur ce sujet. Oui, oui, ben,